aujourd'hui. C'est le 3e café d'histoire que l'on fait ici à Sélestat. Au début, les cafés d'histoire, ça fait combienième? 30? Le 193e. Voilà, donc on a du retard pour Sélestat, parce que les autres se passaient plutôt à Strasbourg et Schirmeck, Toulouse aussi. Voilà, et depuis 2 ans maintenant, on en fait aussi à Sélestat. Voilà, pour développer aussi cet aspect café d'histoire et réflexion ici sur Sélestat, grâce au partenariat avec les amis du mémorial d'Alsace-Lorraine. Et Marcel Spuisser est un partenaire très important pour nous, puisqu'il participe régulièrement à notre groupe de travail, et il animera ce soir ce café histoire. Et à côté de lui, Jean Pincemaille, qui est membre du conseil d'administration du CIDH, mais qui est aussi artiste, photographe, qui a aussi d'ailleurs un livre, plusieurs livres qu'il a ici, qui va faire la promotion prochainement aussi, et qui participera au débat sur la partie artistique de ce débat ce soir sur la mémoire. Alors, et bien sûr, alors, Francine Méran, que une partie d'entre vous a déjà eu l'occasion de connaître tout à l'heure pendant la visite guidée, la 2e visite guidée qu'elle fait ici à Sélestat. On la remercie de venir de Strasbourg exprès pour nous. Et comme vous le savez, vous l'avez vu peut-être dans l'information, elle est non seulement artiste, peintre, avec des peintures et puis des techniques un peu particulières que vous voyez ici, le plexiglas, elle va vous expliquer ça tout à l'heure. Elle est aussi psychiatre et elle est aussi experte au Conseil de l'Europe. Et c'est avec plaisir qu'on a sa présence ce soir et cette exposition qui va durer jusqu'au mois de juin. Elle va être prolongée un peu pour permettre aussi, on espère, à des enseignants de venir avec leur classe, en particulier des lycéens. Parce que c'est aussi une démarche qu'elle va leur parler aussi tout à l'heure. Malheureusement, pour le moment, les 15 derniers jours, c'était les périodes de vacances, donc ce n'était pas propice à des venues, mais ça permettra sans doute aussi à des jeunes de venir profiter de cet échange avec elle sur son travail, à la fois de mémoire et son travail artistique. Voilà, je laisse la parole, je ne vais pas être plus long, je laisse la parole à Marcel Spuisser pour l'animation du débat. Et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce 193e café d'histoire. Art, mémoire, transmission. Quel beau programme. Surtout pour un ancien enseignant qui ne peut être que très sensible à ce thème, parce qu'avant de savoir écrire, l'homme savait déjà peindre. C'était déjà les premières manifestations de l'histoire de l'humanité, ce sont des peintures. Je pense à Lascaux, à la Croix de Chauvet, etc. Hein? Alors, quel exemple? Par exemple, pour étudier avec nos enfants l'homme du Paléolithique, eh bien, on part de Lascaux. Et on peut tirer de ces peintures un grand nombre de renseignements, même sur la nature, sur les liens de l'homme avec le monde animal, sur la survie à ce moment-là. Donc, toute cette vie de la préhistoire nous est transmise par la peinture. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, eh bien, on découvre l'histoire à travers la peinture. Je ne vous donnerai que 2 ou 3 exemples. Vous connaissez tous le tableau d'Albrecht Dürer, les fouguères, ou parfois on l'appelle également les banquiers, où vous voyez les 2 fouguères assis sur un banc, d'où le nom banquier qui viendra par la suite, hein, et qui, avec une balance, le trébuchet, sont en train de peser des pièces de monnaie, parce qu'à l'époque, on avait l'habitude de rogner les pièces, donc elles n'avaient plus la valeur qui était marquée dessus. Il fallait alors, avant de faire les échanges, peser les pièces de monnaie, etc. Eh bien, pour étudier le commerce, les activités monétaires
au XVIe siècle, il faut partir de Fugger, bien avant. C'est ça qui frappera l'esprit des enfants. Et c'est à travers le tableau de Fugger qu'ils sauront ce que c'est un trébuchiste, qu'ils sauront ce qu'est la circulation monétaire à cette époque-là, l'art au service de l'histoire. Est-ce que je dois prendre l'exemple de Marat assassiné dans sa baignoire par David, que tout le monde connaît? Alors, les élèves, bon, ils connaissent tous Marat, ils connaissent beaucoup moins Saint-Just. Parce qu'il n'y a pas de tableau aussi, il y a des tableaux sur Saint-Just. Les deux avaient à peu près une influence équivalente, mais sur Saint-Just, il n'y a pas de tableau qui accroche comme l'assassinat de Marat dans sa baignoire. Il faut voir sa tête. Bandé parce qu'il y a une maladie de la peau, et ensuite son expression d'un homme qui était réputé pour être un terrible contestataire. Voilà, on étudie, bien que les élèves, ça leur pose quelques problèmes, parce qu'ils posent toujours la question, mais qu'est-ce que Charlotte Corday avait à faire dans la salle de bain de Marat? Alors, l'exemple de Marat est très connu. Je prendrai un dernier, Guernica. Qui est-ce qui saurait encore aujourd'hui que ce village du Pays Basque a été bombardé par des Allemands, par les nazis qui étaient des alliés de Franco pendant la guerre civile? Eh bien, s'il n'y avait pas le tableau de Guernica, personne ne se souviendrait de cet épisode terrible, bombarder un marché en plein midi. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est des avions allemands qui passaient par hasard au-dessus du marché de Guernica à midi et qui ont perdu accidentellement des bombes. C'est ce qui figurait dans tous les manuels d'histoire d'Espagne jusqu'à la mort de Franco. Donc, manipulation, je vous donne cet exemple pour nous aider à comprendre l'Ukraine, où le mensonge est également érigé en vérité officielle. Tout ça à travers l'art. Guernica, sans le tableau de Picasso, personne ne s'en souvient pas. Ne s'en souvient pas. Un jour, lors d'un des premiers cafés d'histoire, ça remonte donc à une quinzaine d'années, j'ai fait venir un rescapé d'Auschwitz, un dénommé Sam Brown. Un homme absolument extraordinaire. Un homme qui s'était déplacé à Strasbourg, comme Francine aujourd'hui, pour animer un café d'histoire. Mais je l'ai entendu, je ne le connaissais pas. On avait correspondu ensemble par lettre pour l'inviter. Il a accepté de venir, mais je ne le connaissais pas personnellement. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce gars-là, je le connais. Mais c'est un homme d'une bonté, d'une solidarité extraordinaire. Et je voyais, mais vous n'allez pas me croire, je savais ce qu'il allait dire. Je savais qu'il allait prêcher la réconciliation. Il a pardonné à tous ces salopards d'Auschwitz qui l'ont maltraité, etc. Un homme exceptionnel. Et alors je me suis dit, mais bon Dieu, pourquoi je le connais, je ne l'ai jamais vu. Et c'est alors que je me suis souvenu que j'avais vu le tableau de Sam Brown peint par Francine Méran. Authentique. J'étais bouleversé, je me suis dit, mais bon Dieu, Francine, c'est autre chose qu'un peintre. C'est autre chose qu'un peintre parce qu'à travers le portrait de Sam Brown, je savais déjà qui était ce personnage. Il faut être peintre, mais aussi psychiatre, je crois, pour... non, mais merci vraiment et merci d'être venu, parce que pour moi, votre exposition de l'époque à Strasbourg était
une révélation, suite à quoi vous êtes venu faire un premier café d'histoire, je vous en ferai d'autres, hein. Et j'étais absolument, je cherchais tout à l'heure, mais il n'était pas là. Non, voilà, il faut choisir. Et encore, on avait la chance parce qu'il était venu, on avait fait le café d'histoire au mémorial de Schirmeck, il était venu quelques mois avant sa mort. Hein. Mais il était encore en pleine forme à l'époque. Il nous avait expliqué qu'il était resté médecin généraliste, qu'on lui avait proposé de se spécialiser, etc., parce qu'il voulait rester au service des plus humbles. C'était à Paris encore un des médecins qui se déplaçait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, malgré son grand âge. Donc un homme, Sam Brown, exceptionnel, mais tout était dans le portrait. Et voilà pourquoi j'ai une grande admiration pour ses peintures, pour la réputation de Francine n'est plus à faire, elle est connue partout, on parle d'elle, tout le monde la connaît, des expositions dans toute l'Alsace, mais aussi en Pologne, au Canada, partout sauf en Turquie. Je pense qu'elle n'est pas bienvenue là-bas. Alors, sa spécialité, c'est la peinture. Bon, ça a commencé, je crois, avec la Shoah, hein, les condamnés, les assassinés de la Shoah, puis ça a passé aux autres génocides, l'Arménie, c'est pourquoi j'ai évoqué la Turquie en passant, hein, les Tutsis, hein, les Yézidis, et maintenant il faut se mettre au boulot, il y aura les Ukrainiens. Ah, c'est tout à fait pareil. Hein. C'est exactement la même évolution, les mêmes mensonges, les mêmes crimes. Hein. C'est incroyable que l'histoire se répète, hein, sous d'autres formes, mais toujours sous les mêmes idées, etc. Mais on sait bien que pour certains, qui en France sont de plus en plus nombreux, ce n'est malheureusement qu'un détail. Et c'est pourquoi, et là je suis admiratif devant le deuxième aspect que je voulais soulever, c'est l'aspect pédagogique, l'implication dans les écoles. Francine est experte du Conseil de l'Europe pour réfléchir sur la façon d'étudier tous ces génocides, tous ces crimes dans les écoles de l'Europe. C'est bien ça, je crois. Hein. Et ça, c'est très important de voir comment, à l'échelon européen, on peut se pencher sur ces différents problèmes. Hein. Alors, intervention pour les manuels scolaires aussi, j'ai cru comprendre. Pendant 20 ans, j'ai fabriqué des manuels scolaires, et notamment le chapitre sur la Shoah. Si aujourd'hui j'avais à la refaire, ça commencerait par une page de portrait. À l'époque, je ne l'avais pas. Hein. Mais ça commencerait par une page, et je pense que dans l'avenir, les manuels scolaires en parleront sous cette façon, hein, de voir une page de condamner les figures qui, comme je vous l'ai dit, quand on les regarde, c'est vraiment poignant, et on a l'impression qu'ils s'expriment ce qu'ils veulent nous dire. Alors c'est un excellent outil pédagogique, mémoire, transmission. Mémoire, transmission pour transmettre, pour faire comprendre à nos enfants. Pour tout cela, eh bien Francine, je vous remercie pour tout le travail que vous nous faites. Je vous remercie d'être venu pour nous parler de tout ça. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a un deuxième artiste avec nous aujourd'hui qui travaille peut-être d'une façon différente, qui n'est encore pas aussi connu parce qu'il est plus jeune, mais c'est un artiste en herbe. Je parle de Jan Pinsmaï, qui est écrivain, peintre, mais je crois surtout photographe, et avec, vous nous montrerez des exemples tout à l'heure,
avec des photos, vous faites des travaux pour mettre en relief un certain nombre de choses. Enfin, vous savez, vous allez nous expliquer ça beaucoup mieux que je puisse le faire, hein, parce que je vous découvre en même temps. Donc, merci à tous les deux d'être venus cet après-midi. Et vous connaissez le principe du café d'histoire. Yann va commencer, ensuite Francine va continuer, et dans un deuxième temps, vous pouvez poser des questions que vous voudrez. Ce sera un dialogue entre nous. Si maintenant vous avez un besoin urgent, et si vous voulez interrompre Yann, il a dit qu'il est d'accord. Donc, si vous sentez le besoin d'intervenir ou de lui poser une question d'urgence, de peur de l'oublier, il accepte que vous interrompiez son exposé, et je lui donne la parole. Très bien. Voilà, merci Marcel. Voilà, je suis Yann Pincemaille et je suis un artiste en herbe et bénévole au CIDH, et je suis éducateur spécialisé par ailleurs, et c'est mon métier. Là, par exemple, vous voyez une photo qui a été prise il y a 3 ans et qui a été traitée en numérique, où les couleurs en fait sont révélées par le système de logiciel numérique. Donc c'est mon terrain de jeu. Et ici, on est à la grotte de Lascaux, c'est Lascaux 4. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des artistes qui ont dessiné sur des murs pour des touristes, on va dire, l'art pariétal il y a 20 000 ans avant Jésus-Christ. Et quand personnellement j'ai retravaillé la couleur et comment dirais-je, je me suis connecté, comme le disait Marcel tout à l'heure, aux personnages ou aux artistes ou à l'âme des artistes. Et en fait, comment dirais-je, l'humanité se forge avec la parole, avec des rites de passage et avec l'art. Et l'art commence dans ces cavernes, et c'est tout à fait mystérieux puisque ça reste un mystère. On ne sait pas ce que c'est que ces animaux, quelle signification. Et c'est un petit peu le propos aujourd'hui, là, pendant ces 10 minutes, un quart d'heure. Quel sens l'art, comment dirais-je, la sublimation en fait du réel par des couleurs, comment l'artiste arrive à interloquer le spectateur pour lui révéler un message. Ici, je vais brosser dans l'histoire quelques grands tableaux. Là, Bruegel, en 1618, qui dénonce, en fait, ça s'appelle le triomphe de la mort. Il dénonce en fait la guerre, le crime, des exécutions, des suicides. Et son message, c'est aussi qu'on est égaux devant la mort. Que ce soit des rois, des seigneurs ou des manants ou du petit peuple, on est tous, à un moment donné, confrontés à cette question-là. Et c'était un peu le message de ce tableau. Voilà, donc je ne sais pas, vous voyez... Ah, mais il y a des problèmes de lumière, peut-être. Voilà, là c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà, et donc c'est une photo qui a été prise au musée de Bâle, et donc avec des curseurs, j'arrive à revenir sur comment dirais-je, la révélation des couleurs de manière subjective, avec des jaunes, des rouges, des bleus notamment. Ici, Otto Dix, en 1924, qui est aussi, lui, très présent dans la dénonciation de l'horreur de la guerre. Et il voulait, par le message de l'art, interpeller le spectateur, non pas pour révéler des angoisses, mais pour dire que c'est quelque chose d'insupportable, d'injuste, et qu'il faut combattre. Voilà. Ici, je crois que c'est un bombardement à Lille, et ça rappelle, effectivement, comme le disait très bien Marcel, d'autres bombardements plus récents.
Je pense à l'Ukraine notamment, mais pas que, je pense à la Syrie aussi. Guernica, voilà, Marcel en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment le tableau emblématique de Picasso qui rappelle 7000 âmes qui vivent dans un petit bourg, et voilà, les nazis qui bombardent jour de marché, et ce tableau-là vient, comme le disait très bien Marcel, révéler quelque chose qui est impensable, qui est inouï, c'est de déverser des tonnes de bombes sur des civils. Voilà. On se rapproche un petit peu dans l'histoire. Joséphine Baker, j'aime bien, une chanteuse de cabaret, et qui a en fait tout au long de son parcours adopté la France. Elle a quitté les États-Unis et elle s'est battue sur 2 fronts, notamment le racisme, et elle a été résistante. Et du coup, elle a milité, on va dire, par l'art et par ses actions, et elle est rentrée au Panthéon en novembre 2021. Donc un grand hommage à cette chanteuse et artiste. Un artiste plus méconnu mais qui fait un travail tout à fait intéressant, notamment sur l'aspect positif, hope, espoir, et il travaille donc notamment dans les traces de Bansky, et il fait du street art. Donc il a vécu la guerre en Syrie et il utilise des décombres pour interpeller les gens qui passent et qui voient en fait cette petite fille qui note espoir sur un amas de crâne. Ossuaire, ossuaire. Dans un autre style, j'ai pensé à une performance artistique de Greenpeace, une performance qui dénonce la dangerosité de l'énergie nucléaire, par exemple. Et donc, les artistes, en général, ils sont assez forts, hein, c'est les champions de l'engagement et de dénoncer des choses qui sont terribles. Là, Greenpeace, mais ça peut être d'autres valeurs qui sont défendues par des artistes. Ici, j'ai fait un petit montage entre un feu d'artifice et j'ai une sensation dans les feux d'artifice, je suis toujours troublé et gêné par le bruit et par les lumières des feux d'artifice. Et je discutais avec un jeune homme qui a fui les guerres en Syrie et me parlait en fait de l'horreur du bruit des bombes en Syrie. Il a fui avec sa famille, il habite à Mutzig, je fais partie d'un collectif qui l'accueille, et il me disait le plus terrible c'est le silence après les bombes. Et je pense à lui, et donc quand j'entends des feux d'artifice, on est vraiment dans cette dimension où l'art sublime quelque chose d'horrible. Donc là c'est la fête, chez nous souvent c'est le 14 juillet, à Célestat il y en a un magnifique parce que ça illumine le ciel, mais on peut toujours faire du rapprochement avec des bruits et des lumières qui peuvent faire penser à ce que les anciens ont vécu ici, à savoir des bombardements. En tant qu'artiste, j'ai participé à plusieurs performances, et notamment au mémorial à Schirmeck. On avait monté un spectacle de danse. Là, c'est Marie qui danse sur la rambarde du parvis du mémorial. Il y a 30 mètres de vide, et on avait fait un spectacle autour de la notion de la paix et la défense de la paix comme une valeur de sécurité absolue. Il y avait de la chanson, il y avait de la danse, il y avait un performeur aussi qui avait fait... il avait en fait écrit sur un tableau des dessins, et plus il dessinait, plus le tableau devenait noir. Et à la fin de la performance qui durait 1 heure, il avait simplement pris une gomme et il avait écrit le mot « paix ». C'était magnifique. Ici, un petit travail artistique autour du musée à Klingenthal, c'est la maison de la manufacture.
En 2017, j'ai participé donc à une exposition. Mon travail, c'est plutôt un travail en macro, et je vais chercher du détail. Là, on est sur des lames de faux ou d'épée, et il y a un musée magnifique, je vous le conseille, à Klingenthal. J'ai travaillé aussi un tout petit peu sur le monument du camp du Struthof. Et là, je suis dans les bleus et dans les couleurs froides pour comment dirais-je, inconsciemment faire passer ce message des hivers glaciaux qu'ils ont passé tous là-bas en pyjama. Voilà, terrible. Je l'ai visité avec mes parents dans les années 70. Je ne sais pas, c'était déjà en quelle année il a ouvert le camp du Struthof? Tu sais, toi? En 42. 42, ouais, donc très tôt. Mais après, pour les touristes, il a ouvert... Ah, pour les touristes, oui, ça a ouvert tout de suite après la guerre. Tout de suite après la guerre, oui. Ouais. Puis on a arrêté un moment parce qu'il y avait eu des dégradations. Ouais. Puis on a réouvert et oui, après, progressivement, on a un peu amélioré le style des visites. Voilà, et je l'ai visité, j'avais 6-7 ans et je m'en rappelle comme si c'était hier. Enfin, j'ai travaillé sur en fait un projet artistique dans un musée, le musée de Wörth, c'est le musée de la bataille de 1870. Et les amis du musée m'ont invité à exposer et faire un travail autour des monuments. Il y a plein de monuments en fait qui sont autour de Morsbronn. Et il y a des monuments français, des monuments allemands. Et du coup, il y avait Freddy Braconnier qui a travaillé en fait sur des anciennes cartes postales. Et moi, avec les technologies numériques, hein, je dis que je suis un peintre numérique, j'ai recolorisé en fait ces monuments-là au goût du jour avec des couleurs jaune et bleu pétrole. Le bleu pétrole de Pechelbronn. Sékou, tu peux peut-être nous montrer comment dirais-je, un tirage avec un lion dans cette logique-là, le bleu pétrole. Voilà, ici, avec l'informatique, on arrive, il est presque indigo, alors que la statue en elle-même, elle est grise, elle est tout à fait terne. Et voilà. Donc on a travaillé avec à chaque fois les monuments des années 1900 qui ont été pris en photo en noir et blanc et un traitement numérique actuel. Voilà, et merci Sékou. Sékou est bénévole au CIDH. Et Sékou a eu un parcours incroyable, puisqu'à 13 ans il a quitté l'Afrique pour trouver refuge dans des pays en paix comme la France. Et il a témoigné il n'y a pas longtemps au ciné-débat qu'organise en partenariat avec d'autres associations sur le thème de l'immigration. Et enfin, ici, il y a un petit livre qui est tout à fait... vous pouvez le consulter ici. Et il y a une dédicace la semaine prochaine. Donc c'est un livre que j'ai conçu avec un poète. Et il se présente sous la forme d'images à chaque fois en duo. Là, c'est un lalique. Et ici, un insert, une vitre d'insert. Et je travaille notamment sur le rust art. Rust, c'est rouille en anglais. Et donc, c'est des taches de rouille. Donc, c'est mon terrain de jeu de prédilection. Et il y a une dédicace la semaine prochaine. Voilà. Et je laisse donc la parole à Francine, qui a donc proposé dans son vernissage en début d'exposition et aujourd'hui même. Mais du coup, elle va continuer ses explications parce qu'elle est intarissable, elle adore transmettre son éclairage sur l'histoire et l'art et la transmission. Merci. Alors, je ne sais pas, tout le monde n'était pas là, je crois, tout à l'heure. Je vais juste me présenter et puis je vais venir sur un autre aspect que ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, je suis psychiatre. C'est ma profession, je continue à travailler et tout le temps restant, dès que je m'arrête de consulter, je peins ou je travaille en tout cas sur de la création pour de la transmission, exclusivement pour la transmission. Et
Dans un premier temps, je vous ai expliqué alors, la façon dont mon travail a cheminé et comment je suis passée du fait d'exposer à me tourner vers les élèves. Donc je vais revenir plus à la partie transmission et transmission entre autres aux scolaires, mais pas qu'aux scolaires, mais entre autres aux scolaires. Après avoir fait une première exposition, donc c'était au Conseil régional à Strasbourg en 2008, je me suis mise dans un coin de la salle, personne ne me connaissait, et j'ai voulu voir, donc l'idée c'était de faire une seule exposition, je n'avais pas prévu autre chose. Et je suis restée dans un coin et j'ai regardé la réaction du public qui ne me connaissait pas, donc qui ne savait pas que j'étais présente. Et j'ai vu, il y avait des textes, parce que j'avais écrit un texte à côté de chaque toile, et il y avait les toiles. Et j'ai vu que les gens traversaient la pièce parce qu'il y avait des toilettes au bout, et étaient stoppés par des toiles. Et quand ils étaient stoppés, ils allaient lire, regarder la toile, puis lire le texte. Et à ce moment-là, au bout de 2-3 fois, j'intervenais et je venais un petit peu discuter. Et je me suis rendu compte que le travail que je faisais amenait la parole. Donc tous ceux qui venaient voir, quand on allait s'approcher, ben, finalement ils se mettaient à parler de leur mémoire, de Strasbourg pendant la déportation, en tant qu'Allemands, de ce qui s'était passé chez eux. Et ça ouvrait vraiment la parole. Il y a même une dame Tutsi, que je ne connaissais pas du tout, ni le Rwanda, ni le génocide Tutsi, une dame qui était là au conseil régional et qui s'est approchée des toiles et qui a dit « on dirait que c'est chez nous au Rwanda ». C'est d'ailleurs un des tableaux que j'avais peint au port du Rhin. Et puis au bout de, je sais pas, il y avait 3 semaines d'exposition, je me suis dit que ça avait du sens, vu que ça amenait la parole. Et j'ai décidé de continuer. Alors la question c'était de savoir comment, donc j'ai commencé à chercher des lieux, j'ai écrit partout, j'ai cherché sur internet tous les lieux de mémoire, le Struthof a répondu ok, le mémorial d'Alsace-Moselle aussi, et puis en Allemagne j'étais à Karlsruhe, et puis ça a démarré comme ça, et mon idée c'était bon, ok j'ai trouvé des lieux, maintenant qu'est-ce que je vais peindre? Il faut que j'aille plus loin. Donc au départ il n'y avait pas de portrait, donc j'ai commencé à peindre des portraits pour transmettre des mémoires individuelles. Après, j'ai décidé de transmettre toutes les mémoires, donc des mémoires oubliées, les tziganes, les homosexuels, ce que je disais tout à l'heure. C'était l'idée de transmettre plus largement les autres victimes du génocide nazi. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait que j'aille au-delà. Donc je suis allée chez les tziganes et j'ai eu des entretiens avec 2-3 familles tziganes qui m'ont parlé de leur mémoire. Ils m'ont écrit des poèmes. J'ai exposé les poèmes aux côtés des toiles et j'ai transmis leur message. Eux souhaitaient de façon... Ils avaient été tous internés à Argelès-sur-Mer. À Argelès-sur-Mer, il n'y a pas de stèle. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a une. Il me semble qu'il y en a une, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, à l'époque, il n'y en avait pas. Et il y avait une stèle pour les républicains espagnols, parce que le maire était républicain espagnol, mais il n'y avait rien pour les tziganes. Donc leur souhait, c'était que j'ai du pouvoir et que je permette qu'il y ait une stèle. Donc je n'avais pas de pouvoir, mais j'avais juste le pouvoir de le dire. C'est ce que j'ai fait. Et après ça, j'ai peint donc les Arméniens, le génocide arménien, les Tutsis. Et puis, je me suis sentie en manque de parole. C'est-à-dire que je trouvais que, ok, on fait un portrait, mais c'est pas la même chose qu'une parole d'un témoin ou d'un descendant. Et je trouvais que c'était pas suffisant de transmettre un visage. Et alors j'ai fait venir des témoins à mes expositions pour qu'ils parlent à côté de leur portrait, pour que le portrait devienne plus vivant et qu'on transmette quelque chose. Après, je me suis rendu compte que quand moi je transmettais la parole aussi, enfin, notre capacité de mémoire à chacun, elle est quand même limitée. Donc quand quelqu'un raconte quelque chose, on en capte, allez, 10%, je ne sais pas, enfin un pourcentage très très faible. C'était très irritant et frustrant pour moi. Alors je me suis dit qu'on va tourner des films. Donc j'ai fait quelques films, tout à l'heure si vous voulez j'en passerai un, mais d'un témoignage. Mais bon, on ne peut pas faire le film, parce que je montais les films, donc c'est un peu compliqué, ça prend beaucoup de temps, donc on ne pouvait pas faire le témoignage de chacun. Et puis j'ai été demandée au Conseil de l'Europe pour faire des documents pédagogiques pour des écoles, donc on n'a pas, un historien a travaillé sur tous les groupes de victimes du nazisme et moi j'ai illustré ces groupes de victimes par une toile, donc ça a été un polyptyque de 9 toiles qui a fait que je suis partie avec le Conseil de l'Europe dans différents pays quand il y avait des colloques. Dans ces pays, les colloques étaient adressés aux enseignants, donc la question c'était de faire bénéficier les enseignants de ces pays de l'utilisation, pour moi en tout cas, c'était leur faire bénéficier de l'utilisation de l'art pour transmettre à côté de l'histoire, parce que l'histoire a son mode de transmission, mais l'art en est un autre.
Et du coup, j'ai eu l'idée de faire une espèce de chaîne de mémoire entre les pays. Ça n'a pas marché, mais c'était mon idée. Donc l'idée, c'était que chaque enseignant me renvoie des idées de portraits, enfin de personnalités de leur pays, que moi je les peigne, et que comme ça, on puisse faire une espèce de chaîne, que eux aient des portraits que moi j'aurais fait d'ailleurs, et que eux m'envoient les leurs, et qu'on fasse une espèce de chaîne tous ensemble. Bon, ça n'a pas fonctionné. Par contre, j'ai envoyé moi des portraits. J'étais à Thessalonique. Quand je suis revenue, j'ai fait 5 portraits parce que j'avais besoin de transmettre la mémoire de Thessalonique. Je leur ai envoyé. C'est actuellement utilisé dans les écoles. Plusieurs enseignants s'en servent. Et ils m'ont d'ailleurs envoyé des images, des colloques où ils sont intervenus avec certains de mes portraits. Et des enseignants de Thessalonique que je ne connais pas. Étonnamment, à un colloque, il y en a 2 qui ont parlé de moi et des portraits, alors que chacun ne savait pas que l'autre allait en parler. Donc c'était le hasard. Et progressivement, je suis allée dans les écoles ici. Et puis, j'ai trouvé que c'était pas suffisant et qu'il fallait en fait sensibiliser les élèves eux-mêmes à la mémoire. C'est-à-dire qu'eux fassent un travail. Il ne s'agit pas juste qu'ils reçoivent passivement les choses. Donc le but, c'est qu'ils reçoivent, qu'ils se mobilisent aussi par rapport à ça. Ils venaient dans mes expositions. J'avais d'ailleurs peint des portraits de juste musulmans, pour sensibiliser justement le public musulman qui n'a pas de lien à l'histoire ni du nazisme, ni des Tutsis, ni des les Arméniens, peut-être pour les élèves turcs, mais autrement ils n'ont pas de lien avec cette mémoire. Donc l'idée c'était de sensibiliser les élèves à quelque chose qui ne leur fait pas lien de façon évidente. Donc j'avais représenté des justes musulmans pour dire que quelle que soit la culture, ça peut se rapprocher à leur histoire. Suite à ça, j'ai fait plusieurs ateliers avec les élèves. On a fait un premier atelier avec le lycée Matisse à Schiltigheim. Et dans ce lycée, il y a eu un très très gros projet. Moi, j'étais une toute petite intervenant là-dedans. Il y avait des Arméniens, il y avait des Tutsis, il y avait des historiens, il y avait d'autres artistes, il y avait des danseurs. Et chacun a fait son petit bout de chemin comme ça avec le lycée Matisse. On a travaillé sur 1 an. C'était très 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 lourd. On a fini, enfin pour ma part en tout cas, moi j'ai monté une exposition avec les élèves, on a travaillé sur des masques, puisque c'était l'objectif de mes ateliers à l'époque, c'est-à-dire j'amenais des masques blancs, neutres, exactement, voilà, des masques neutres, et on travaillait sur la mémoire, sur la barbarie, sur l'humain et l'inhumain. Je vais vous montrer un tout petit film pour montrer un petit peu tout ça. On a exposé à ce moment-là les masques des élèves aux côtés de certains portraits, et les élèves qui avaient participé au projet ont fait des visites guidées pour toute l'école, pour le lycée Matisse. L'objectif c'était de les intégrer là-dedans. Moi j'étais à côté pour parler de certaines choses, mais eux ils avaient capté le message et ils transmettaient. Ça a été 1 année de projet. Après on a continué avec un 2e projet dans cette école où j'ai fait venir 3 témoins. Un témoin arménien, un descendant arménien, un témoin Tutsi et une témoin de la Shoah, Evelyna Skolovic, la petite fille que vous voyez là en dessous du mot début, la petite fille avec le petit nœud rose dans les cheveux. Donc elle est venue, elle avait témoigné pour la première fois dans mon exposition à Saverne. Elle n'avait jamais témoigné jusque-là, elle avait été déportée à l'âge de 3 ans avec ses parents à Bergen-Belsen. Elle est restée pendant 4 ans à Bergen-Belsen. Et elle vivait en Belgique à l'époque, elle vit à Paris actuellement. Et je l'ai fait venir et le canopé nous a aidés pour nous apprendre à filmer, à poser des questions, à montrer que c'était pas si simple que ça de faire des entretiens et des interviews. Et nous a appris à monter le film. Donc les enseignantes, elles n'avaient pas trop envie de monter le film, les élèves pas plus. Donc c'est moi qui ai appris à monter le film et j'ai monté les 3 petits films. Donc sur Evelyna Skolovic, sur un professeur d'histoire qui a parlé pour la première fois, parce que j'ai insisté, il voulait que je paye son père, son grand-père d'ailleurs, et moi je lui ai demandé un échange, donnant-donnant. Je le peins, mais lui raconte, voilà. Donc moi j'ai peint et lui il a raconté son histoire, et il a accepté de venir dans l'école, et on a fait un film autour de sa réception de l'histoire de ses grands-parents. C'était très très douloureux pour lui d'en parler. Il était très mal, c'était très dur parce qu'il avait l'habitude de parler du génocide de loin, mais pas de son histoire. Et moi, je voulais que ce soit son histoire. Et donc, on a monté ce film aussi. Et il y a une dame, Tutsi, qui est venue et qui avait déménagé entre-temps et qui est partie sur Lyon et qui a fait l'effort, alors qu'elle vivait dans des conditions très pénibles à Lyon. Je crois qu'elle n'avait pas de lit, elle avait un matelas par terre, enfin, elle est montrée avec Blablacar, c'était vraiment difficile. Elle est venue témoigner
auprès des élèves, et ça a été très important pour les élèves de voir sa volonté à transmettre, quelles que soient ses conditions de vie aujourd'hui. Donc ça a été le projet d'une nouvelle année. Et puis j'ai continué, donc il y a eu ces projets MAS qui s'est développé dans différentes écoles. En l'occurrence, il y a eu un projet à Nice, on va le voir en image un tout petit peu, qui était important, c'est-à-dire au départ, les MAS c'était pour transmettre l'humain et l'inhumain. Après, je me suis dit qu'il fallait que ça aille plus loin. Donc en fait, on a transmis à Nice les trois postures qu'on peut avoir face à un génocide. La position de victime, la position de bourreau et la position de témoin. Et puis surtout, c'était important de se rendre compte que ce n'est pas des positions si tranchées que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours que victime, que bourreau ou que témoin. Et dans le génocide des Tutsis, c'est particulièrement important. Il y a des gens qui ont aidé certains Tutsis et qui en ont tué d'autres. C'est-à-dire que selon la circonstance, il y a parfois un petit étincelle humaine qui émerge comme ça, de façon... Bon, ça donne de l'espoir, on va dire, hein. C'est-à-dire une musique, un petit quelque chose d'un sourire chez quelqu'un qui fait que tout d'un coup on est humain, même si on a été inhumain à côté. Et c'était important que les élèves perçoivent ça. Donc en fait, ils ont fait un gros travail avec les enseignants de Nice. C'était un travail sur 1 an. Moi, je ne suis pas intervenue pendant 1 an, je suis allée plus 2-3 fois. Ils ont pris des documents aux archives, chaque élève étant d'une origine différente. C'était un élève où il y avait beaucoup de musulmans de différentes origines. Donc ils sont allés aux archives, ils ont cherché une personne qui avait été déportée au départ de Nice, mais de la même origine que lui, pour qu'il se sente pris par cette mémoire. Et à partir de là, ils ont cherché tous les documents et ils ont dû écrire une histoire. On leur a fait écrire une histoire. Vous êtes derrière la fenêtre et vous voyez l'arrestation de ce monsieur. Et écrivez ce que vous pensez. Et donc chaque élève a écrit. Et puis nous, on a travaillé après sur les masques. Et donc sur les masques, on a travaillé, alors je travaille, vous ne le voyez pas là, mais je vais vous montrer. En fait, quand j'interviens dans les écoles, je ramène des petites valises de regard. C'est ces petites valises-là que je mets. C'est des valises qu'on peut accrocher, hein, que j'avais fait à un moment, c'était un travail que j'avais fait à un moment. C'est soit les âmes, soit les regards des témoins, au choix. Et donc je mets ça toujours pendant l'intervention. Je montre un peu mon travail et puis les élèves ont travaillé sur le témoin, sur le barbare et la victime, et puis sur le fait qu'on était parfois double. Et donc ça a donné des masques différents de la première fois, qui ont été exposés, pareil, à la fin, dans une exposition à Nice. Et puis il y avait un dernier lieu où je suis intervenue avec des masques qui a été interrompu par le Covid. Et depuis, les masques ont fait leur apparition dans notre quotidien. Exactement. Donc pour l'instant, je ne sais pas, c'est un mode d'intervention qui est en suspens, on va dire. Je ne sais pas encore trop si on pourra un jour les réintroduire ou pas, mais c'était très intéressant. Parce que l'idée aussi pour moi, qui était dans la dernière école où je suis intervenue, mon idée c'était qu'il fallait aller au-delà de ça. Il fallait revenir à l'histoire individuelle des élèves, qui ne la racontent pas. J'étais au lycée, comment il s'appelle, Thuinières, c'est le nom de ma rue, au collège Thuinières, pardon, à Strasbourg. Et là, il y avait beaucoup d'élèves tchétchènes, beaucoup d'élèves qui avaient vécu des choses très douloureuses. Et l'idée, c'était de leur permettre de verbaliser, d'exprimer dans le masque quelque chose de leur propre drame, pour après pouvoir mieux sentir la Shoah ou autre chose, ou les autres génocides, mais partir plutôt de leur histoire. Alors, les élèves ne parlent pas globalement, en tout cas ils ne s'exposent pas, donc le masque c'était l'occasion qu'ils puissent s'exprimer à travers la peinture. Je l'avais fait aussi à Mulhouse, j'étais intervenue dans un lycée à Mulhouse où je suis allée passer une semaine entière, et on a travaillé là-dessus avec des élèves en arts plastiques. Et des choses sortent par le biais des masques. Donc c'était intéressant, et pour les sensibiliser après, les ramener à la question de la Shoah et des génocides et de la capacité qu'on a à être humain ou de la capacité à être barbare. Et puis la dernière chose que j'ai faite, c'est ce voyage scolaire où l'idée était maintenant de sensibiliser les élèves à la transmission de la mémoire par le biais des élèves. Donc mon idée c'est de passer dans les classes avec ce travail-là et que les élèves n'aient pas besoin
de partir dans d'autres, sur les lieux de mémoire, mais qu'on puisse quand même leur transmettre la mémoire sur place à travers les yeux d'élèves. Donc là aussi, c'est une expédition qui devait avoir lieu, les élèves devaient être présents, c'est à Coutances, et le Covid est arrivé, et voilà. Les élèves ont grandi, et depuis, ils ont 2 ans de plus, et ils sont plus scolarisés dans le lycée, donc ils savent, parce que j'ai transmis sur Internet, mais c'est pas la même chose, ils n'ont pas vu le travail qui a été fait, et j'ai pas été à Coutances depuis. Alors je vais juste vous montrer le petit film, si j'arrive à le démarrer, je sais pas comment. En 2008, donc j'avais 3 enfants, j'avais plus de temps, enfin ils étaient un peu plus grands, et j'étais psychiatre. Pour moi, il fallait que ce que je peigne ait du sens. Dans mon travail, je travaille avec la souffrance individuelle et j'avais envie de peindre la souffrance collective. Et après, je suis tombée sur une photo de déportés à la libération des camps. Donc j'ai fait une première peinture, puis une deuxième, puis une troisième. Puis j'ai recommencé à lire des livres que je lisais adolescente sur la période de la Shoah. Et au fur et à mesure, imprégné des mots, je peignais sur la toile. Je me suis laissée avaler en fait.
Et au fur et à mesure que j'ai peint, je suis passée de la thématique de la position du témoin, qui était une grande question pour moi, qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de quelque chose, et je suis venue à la question des traces chez les descendants, des traces chez les survivants et de la difficulté de porter les traces. Et après, je me suis dit qu'il fallait peindre des mémoires qui n'ont pas d'espace pour s'énoncer. Parler des mémoires des handicapés, par exemple, c'est important parce qu'on n'en parle pas. Les handicapés, ils n'ont pas les moyens de parler de leur mémoire, donc il faut bien que quelqu'un en parle. Je suis médecin, donc forcément ça me touche plus. Parler des homosexuels, dont on ne parle pas, c'est une mémoire difficile à porter. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la mémoire tzigane, parce que les tziganes ont du mal à parler, ont du mal à être entendus, et donc je me suis dit que j'allais parler pour leur mémoire. Donc je suis allée dans une communauté tzigane, des gens ont commencé à parler un tout petit peu du Sami Daripane, donc le génocide ou quasi-génocide tzigane. C'est comme ça que je suis arrivée progressivement après aux Tutsis qui venaient aux commémorations et qui était un génocide dont on ne parlait pas parce que c'était un peu compliqué en France de parler du génocide des Tutsis. Et je suis arrivée aux Arméniens. Récemment, j'ai peint la mémoire des Yezidis parce que c'est un génocide qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui, dont on ne parle pas. On ne se rend pas compte, ça se déroule sous nos yeux. Et je voulais en parler parce que voilà, témoin passif, témoin coupable. Nous aussi, on est coupable de cette indifférence. Une société où on a vraiment une perte de repères. Les jeunes ils partent s'engager en Syrie ou ailleurs, une quête de la mort. Et en fait, il n'y a plus ces repères identificatoires que pouvait représenter un résistant, quelqu'un qui défend l'autre, enfin qui a des valeurs positives de vie. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une faillite de notre société. En exposant, je fais venir régulièrement des témoins à mes expositions. Je leur demande de témoigner.
chacun, on a son histoire propre, son individualité, qu'on est unique et que ce qui fait l'unicité de chacun, c'est le regard, c'est la vivacité, c'est la vie qu'on a en soi. Quand on n'est qu'un numéro, on n'est plus un homme. Et donc c'est aussi cette didactique-là que j'ai dans mes toiles et qui se rejoue dans toutes les toiles. Et pour moi, la question, c'était pas de représenter uniquement les mémoires des victimes et des rescapés, c'était aussi représenter la mémoire des résistants et la mémoire des justes. On vit dans un monde où il y a un rapport très perturbé à la vie, où la mort est très présente. Elle est à la fois dédramatisée comme si c'était du jeu, dans les jeux qu'ont les enfants, où vraiment on dissocie la perte de vie de la question de la mort, et aussi une espèce de quête de la mort au lieu d'avoir une quête de la vie. Et je me suis dit, quand on entend les déportés, les rescapés, que ce soit de la Shoah ou que ce soit les rescapés arméniens, ce qui revient toujours, c'est l'amour de la vie. Pour moi, la couleur, c'est la vie. C'est une exposition qui est là pour pas transmettre la tristesse, mais vraiment transmettre la vie. Pour montrer le sens qu'a la transmission. Je vais le passer, mais c'est juste pour couper. Monsieur Kaloustian, c'est le monsieur qui parle là, c'est un monsieur en fait en 2015, au moment de la première exposition que j'ai faite sur le génocide arménien, j'ai cherché partout le portrait de quelqu'un qui vivait en France, rescapé du génocide. Et j'ai trouvé une femme, il y avait dans les journaux, une dame qui s'appelait Ovsana Kaloustian. Donc j'ai décidé de peindre son portrait. Elle venait de mourir, c'était la dernière survivante arménienne en France qui était venue se réfugier en France. J'ai peint son portrait. Je ne connaissais pas la famille. En général, j'essaie toujours de trouver les familles pour leur dire que j'ai mis à l'honneur quelqu'un. Donc c'était une dame inconnue, simplement, c'était la dernière survivante. Voilà. Et quand je suis arrivée à Marseille, pour tout à fait autre chose, eux habitaient Marseille, ils m'avaient entre-temps retrouvée. Et un jour, ils racontent comment, par hasard, ils découvrent le portrait de leur grand-mère sur Internet. Et ils ne savaient pas d'où ça sortait et pourquoi. Et bon, ils le racontent. Et c'est l'occasion d'une transmission lors d'une exposition. Et je trouve que c'est important parce que vous entendrez de l'arménien. Ils vont lire un poème arménien. Notre grand-mère a écrit pendant, depuis qu'elle est partie à la retraite, des poèmes. Et donc pour ses 100 ans, on a édité
édité un livre 100 poèmes pour 100 ans, en fait, puisqu'elle avait 100 ans, et donc 100 poèmes ont été édités pour 100 ans. Et derrière, il y a sa photo qui a été prise lorsqu'elle a obtenu son diplôme à Istanbul. Voilà. Et donc, en fait, c'est la seule photo qu'elle a ramenée. C'est celle qui est au milieu? C'est celle qui est au milieu, là. Avec le halo. Voilà, avec le halo. C'est celle-là, à quelques années d'écart. C'est pareil, hein, il n'a pas changé. Vous voyez, il y a une ressemblance quand même. Et donc, maman va vous lire un extrait d'un de ses poèmes. Alors, c'est un poème sur la ville d'Adabazan. Elle va lire quelques phrases en arménien. Juste un petit peu, et puis après, elle lira en français. Pour comme ça, vous entendez la sonorité de la langue arménienne. Je crois que c'est important. Նաև հուշերով լի դխուր ու ուրախ թարը նեգարոդել ու միշտ քաշել աղ. Maintenant je vais vous lire la traduction du poème. Ma chère maison natale d'Adabazar. Ça c'est elle l'a écrit elle avait 70 ans et elle se rappelle sa maison qu'elle a quittée avant de partir en déportation. Je suis née là dans la maison familiale. Ton nom est sacré pour toujours avec des tas de souvenirs tristes et gais. Et hélas, je ne peux plus que me languir de toi. Il se trouve que notre grand-mère nous a quittés juste à l'aube de 2015. C'est-à-dire que 2015 était le centenaire du génocide des Arméniens. Et malheureusement, elle nous a quittés en septembre, alors qu'elle avait encore tant de choses à dire. Et lorsqu'elle nous a quittés... Elle avait 106 ans. Hein. Elle avait 106 ans, presque 107 ans. En fait, on dit presque 107 ans parce que c'était à 2 mois de son anniversaire. À l'aube de 2015, donc en 2015, il y a eu beaucoup d'événements pour célébrer le centenaire du génocide des Arméniens. Et puis notre grand-mère, voilà, son portrait a été repris, sa photo a été reprise ici et là. Et puis un jour, ma sœur sur Internet voit une peinture faite d'après la photo de notre grand-mère. Et là, on s'est dit, mais d'où ça vient? Et donc c'est cette photo. Donc voilà, on voit aujourd'hui pour la première fois en vrai la photo qu'on a vue, mais alors de partout sur Internet. Et donc Francine, qui est là, on l'a contactée par email. On a dit, peut-être. Donc, et Francine, on lui a dit, mais c'est absolument remarquable d'avoir fait notre grand-mère, d'avoir fait Mémé. Et puis donc elle a commencé on a commencé à interagir par email, à échanger par email. Et puis, quand aujourd'hui, fort heureusement, cette occasion nous a été donnée de nous rencontrer, ben voilà, en fait, on a passé la journée ensemble. C'est un travail merveilleux qui, personnellement, m'a fait du bien, parce que dans tout ça, les miens n'ont pas eu de sépulture, les miens sont passés dans le silence, personne ne s'en souvient. Et un jour, Francine me propose de faire des toiles de ma famille, mais pour moi, c'était... Le jour où on a fait l'exposition au Préau de Oberhausbergen, le sentiment que j'ai eu, c'est comme si je mettais ma mère à Paris, où est-ce qu'on met dans le musée, quand on élève les gens qui sont morts. C'est formidable parce qu'on les nomme. Je ne lui donne pas le souffle pour qu'il respire, mais il vit en moi, je parle de lui, d'elle, elle n'est pas dans les oublis. C'est ma mère, c'est mon père. On n'a pas pu peindre mon père parce qu'il a été détruit, il n'y a même pas de photo, mais c'est un travail formidable qu'il fait. Et dans le travail qu'il a fait, j'ai accepté qu'il me peigne comme témoin. Elle a peint les victimes, les justes, les témoins et les témoins. Donc c'est un travail formidable de transmission de mémoire. Bon, Immaculée, qui est là, j'ai transmis, c'était au lycée Matisse, dans l'activité qu'on a fait au lycée Matisse, où chaque personne est intervenue et Immaculée a expliqué le sens aux élèves de ce que ça pouvait avoir pour elle. Là, c'est pour expliquer autre chose. C'est dans une exposition, c'était important pour moi de parler de la transmission transgénérationnelle, donc dans les familles. Et à Nancy, il y avait une dame qui m'avait demandé depuis longtemps que je vienne exposer à Nancy et que je peigne son papa. Donc j'ai peint son papa, André Balbin, qui a été déporté, qui était résistant, juif, déporté, qui est revenu. Un homme, je n'ai pas connu, mais de ce que j'ai entendu, était exceptionnel, d'une humanité absolument incroyable, toujours quelqu'un qui n'avait pas la haine du tout.
ni des Allemands, ni de l'être humain. Et donc, cette dame, elle souhaitait que je transmette la mémoire de son père. Je l'ai fait, je suis allée à Nancy, et moi, j'ai voulu en échange qu'on puisse filmer un moment de transmission transgénérationnelle. Donc j'ai demandé que toute la famille vienne et soit présent et puisse dire ce qu'ils avaient à dire sur le grand-père pour que vraiment il y ait quelque chose qui soit fait au nom du grand-père. Et donc il y a toute la famille qui a témoigné, c'est-à-dire qu'il y a cette jeune fille, sa petite sœur, la fille de M. Balbin qui a témoigné. Et en fait, je veux juste je prends juste la partie où cette jeune fille a témoigné. Et j'ai coupé quelque chose, mais elle témoigne à côté du portrait de Marceline Laurie-Henry-Vence. J'ai coupé ça, mais je vous le dis en 2 mots. Je lui ai demandé de choisir l'endroit où elle voulait se placer dans l'exposition. Elle s'est placée à côté d'elle. Et elle a expliqué que c'est parce qu'elle a les cheveux roux comme elle. Elle a les mêmes cheveux que moi. Et elle a expliqué qu'elle a subi toute son enfance la discrimination parce qu'elle est rousse. Bon, elle est juive, mais en dehors de ça, elle est rousse. Et que c'est vraiment quelque chose qui a été très très douloureux. Elle voulait se teindre les cheveux, enfin ça a été quelque chose de très très douloureux. Et elle s'est mise à côté d'elle parce que Marceline, elle arborait sa coiffure et sa couleur et avec beaucoup de fierté en fait sur son image. Et elle disait que ce qui était important, c'est qu'elle dit que c'est quelque chose dont elle a fait une force, elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est top modèle, elle travaille pour je ne sais plus quelle marque, enfin bon, peu importe, elle fait du shooting photo, elle dit, voilà, shooting photo, et qu'au contraire, on l'a choisie pour ses cheveux roux. Et donc, elle reprend elle le dit à la fin, en fait, j'ai repris cette trace-là comme une force, comme mon grand-père a repris comme une force pour lui, sa déportation. Aujourd'hui, donc j'ai décidé de témoigner pour la mémoire, puisque c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Quand on m'en parle, on me dit toujours que je suis la descendance et je dois transmettre le message. C'est ce que je fais d'ailleurs souvent pendant certains cours où je me permets de demander à certains enseignants de passer certaines vidéos qui existent déjà sur Internet de mon arrière-grand-père. Et j'en parle avec beaucoup de fierté parce que mes ancêtres ont une histoire, et une histoire lourde de vérité. Également, donc, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour parler au nom de toutes ces personnes qui ont perdu la vie à cause de ces horreurs, et que je tiens à, en tant que futur adulte et avenir du monde, à transmettre et aider à la mémoire. Raconter une anecdote. Il m'a pris dans ses bras quelques semaines après ma naissance, et il a regardé ma maman en lui disant que c'était à elle de me donner ça, de me permettre de transmettre et de faire souvenir au monde entier ce qui s'est passé. C'est à ta mère de te transmettre à toi, oui, et aux autres, quoi. Oui. Donc en fait, vous êtes tous porteurs, oui, de cette mémoire. Oui, oui. Peu importe l'âge, peu importe les gens qu'on a autour de nous, ceux qui sont prêts à m'entendre, je leur raconterai avec fierté. Donc il faut avoir les épaules solides. J'ai pas vécu, moi, je sais pas. Donc oui, raconter, mais c'est pas forcément une question d'avoir les épaules solides, c'est plus une question de fierté, d'avoir une histoire qui n'est pas forcément la mienne, mais qui reste quand même un sacré bout de l'histoire en règle générale. Et tu as l'impression, au vu de ce que tu vis aujourd'hui, que c'est quelque chose qui pourrait recommencer? Oui. Malheureusement, même si les hommes savent ce qui s'est passé, ils n'ont pas forcément conscience du mal que ça fait. Parce qu'on ne m'a pas seulement parlé de ce qui lui est arrivé, on m'a parlé de comment il était après, de certaines réactions ou de ses nuits. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte de l'impact sur l'homme. Ils disent que c'est grave, mais sans plus. Ils ne peuvent pas penser à quel point ça peut être dur et après, les circonstances et tout ce qui peut arriver après avec l'inconscient. Là, c'est une photo qui a été prise juste avant qu'on parte. C'est une photo d'identité. La peinture a été faite d'après la photo. C'est Francine a fait, a fait ça. Là, c'est la 3e photo. Elle est très importante parce que c'est la photo du consulat du Honduras. Et mon père a acheté ce certificat, ce passeport qui dit que nous sommes de nationalité du Honduras.
Et c'est une photo qui a sauvé notre vie. On a pu quitter le camp de Bergen-Belsen et on n'a pas été emmené à Auschwitz puisqu'on est parti en mars 1943 et on nous a mis pendant 2 semaines dans un théâtre. C'était la Hollandse Schouwburg, c'était les théâtres hollandais qui étaient un petit peu, vous avez entendu parler de Drancy, oui. Une promiscuité totale. Moi je pleurais, il paraît, tous les enfants pleuraient toute la journée et toute la nuit, les enfants étaient malades et personne ne savait ce qui allait se passer. Et j'ai décidé que maintenant, depuis 1 an, à témoigner sur la Shoah, sur l'Holocauste. Et je fais ça, il ne faut pas me demander comment, j'ai décidé ça presque du jour au lendemain, que ça suffisait comme ça, que je ne pouvais pas rester éternellement cachée derrière tous ces non-dits. Et je le fais maintenant, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ça, ce film pour vous, parce que je sais que ma génération, je suis de la dernière génération à avoir vécu life en vrai cette période, parce qu'après moi j'étais toute petite, après moi ça sera l'histoire, et je pense que l'histoire n'est pas vraiment la réalité, qu'il n'y a que les gens qui l'ont vécu qui peuvent raconter ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je l'ai fait, et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire ce film. Alors un jour, j'ai un coup de... Non, sur Messenger, j'ai quelqu'un qui me contacte, une jeune fille qui dit être une jeune fille, qui me contacte d'Égypte. Elle vit au Caire, elle m'a trouvée sur Internet, et elle m'explique que son grand-oncle a été déporté. Donc une jeune fille du Caire dont le grand-oncle a été déporté, ça me paraissait un peu bizarre. Finalement, son grand-oncle était d'origine d'Algérie, il était chanteur, et il voulait faire carrière, donc il a quitté l'Algérie et est venu en France. Et en France, il a été, en tant qu'étranger juif, déporté. Donc elle, sa maman était d'origine juive convertie au christianisme. Elle avait épousé un monsieur copte qui vivait en Égypte. Et donc elle est venue vivre en Égypte avec ce monsieur, qui était guide touristique. Et ils se sont installés là-bas, donc au Caire. Elle a eu 4 enfants, dont elle qui est l'aînée. Et chaque fois, tous les étés, il rentre à Paris, et le grand-père vit à Paris, le grand-père juif vit à Paris. Et ce grand-père lui transmet la mémoire, c'est-à-dire que tous les ans, quand elle rentre, il l'emmène au mémorial de la Shoah, il l'emmène dans des lieux, il lui montre les plaques de la mémoire, et elle se sent complètement investie, alors qu'elle n'est pas juive, hein, puisque sa maman s'est convertie, en plus au catholicisme, je ne sais plus, enfin une religion chrétienne en tout cas. Et elle se sent complètement porteuse de cette mémoire juive, et donc c'était quelque chose de très très fort. Donc elle me contacte sur Internet, et elle m'explique qu'elle se sent juive, mais qu'on ne peut pas le dire en Égypte, parce qu'en Égypte, déjà, quand on est une femme, c'est très compliqué. Ensuite, quand on est juif, on ne peut pas le dire, parce qu'il y a un antisémitisme féroce, qu'il n'y a pratiquement plus de juifs au Caire, qu'elle sait où est la vieille synagogue, mais qu'elle y va des fois derrière le dos de ses parents, qu'elle rentre de l'école, qu'on risque de se faire agresser dans le bus, il y a une partie pour les garçons, une partie pour les filles, elle va à l'école française du Caire, sa maman est enseignante aussi là-bas, qu'elle a envie de porter une étoile de David, mais qu'elle ne peut pas. Et puis on converse et en fait on rentre dans un lien très 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 fort, c'est-à-dire que, je sais pas, je l'ai 4 fois par jour au téléphone, enfin je veux dire, on a un lien très 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 fort. Je dis téléphone, ça devait être WhatsApp, je sais pas, mais on se parlait, je me rappelle plus, non mais ça devait être par écrit, j'ai pas l'impression que c'était au téléphone, ça devait être par écrit. Et mes enfants ont souffert de cette relation qui était beaucoup trop présente, mais elle était tout le temps là, hein. Et moi je la retenais, parce qu'elle voulait absolument crier son judaïsme partout, sauf qu'elle n'était pas en prime, mais en plus elle voulait crier ça partout, et elle allait mettre en danger elle et toute sa famille au Caire. Au bout d'un moment, voyant que c'était tellement fort, je lui ai proposé de peindre ce grand-oncle, en me disant, je vais raconter ton histoire, mais tais-toi quoi. Moi je vais la raconter en France, mais toi tais-toi en Égypte, parce que tu mets en danger tout le monde. Donc j'ai peint le portrait, voilà, et l'histoire a continué. J'ai peint le portrait et j'ai trouvé la photo sur Internet de ce visage de Raphaël Ouyoun. Et une fois que je l'ai peint, j'ai fait une exposition à Paris. J'ai décidé de dédier toutes les expositions de l'année à Raphaël Ouyoun et à Mariam Bedros. C'est le nom de cette petite jeune fille. Elle avait 15 ans à l'époque. Et à la première exposition, elle a fait venir sa mère,
ses cousines, non pas sa mère, pardon, ses 2 cousines parisiennes qui sont venues. Mais avant ça, je lui ai dit que j'avais trouvé cette photo de façon étonnante, parce que j'ai cherché partout sur Internet, et je l'ai trouvée sur un site d'un chanteur américain. Alors je ne comprenais pas ce que ça faisait sur ce site. Et elle a contacté ce chanteur américain, c'est lui, hein, c'est Pascalito, il s'appelle Pascal Bedros. Et ce chanteur était en fait un cousin à elle, mais elle ne savait pas qu'il existait. Et ce chanteur, c'était son grand-père, ce monsieur que j'ai peint. Et donc ce chanteur a appris de façon absolument incroyable, le jour même du décès de son propre père qui avait été de l'anniversaire du décès de son propre père qui avait été écrasé à Paris, il était sur le point de téléphoner à sa maman. Pour lui, c'était le jour le plus triste. Et à ce moment-là, il a cette petite Mariam Bedros dont il n'a jamais entendu parler, qui lui écrit un message et qui lui dit ah, il y a une artiste en France qui a peint le portrait de cette personne qui est sur votre site, quoi. Et il allait téléphoner à sa mère, et il voit ce truc-là, il voit son grand-père. Et il lui dit, mais c'est mon grand-père. Et donc ils sont rentrés en contact. Elle a découvert une famille qu'elle ne connaissait pas du tout, parce qu'elle ne savait pas du tout qui que ce soit, que ce grand-père avait eu des descendants. Pour elle, c'était un grand-oncle sans enfant. Et du coup, ils sont rentrés en contact. Bien sûr, lui, il est rentré en contact avec moi aussi. Bon, depuis, il vit à Paris. Et il n'était pas que chanteur, mais il avait décidé de passer un temps de sa vie à chanter. Et il y a beaucoup de chanteurs dans sa famille, son grand-oncle, celui qui a été déporté. Et donc il a décidé, pour la mémoire, de faire une musique à la mémoire de son grand-père et d'y introduire des toiles de moi. Donc en fait, je vais vous donner juste un extrait de ce qu'il a créé comme musique. Et tout ça, c'est grâce à cette... voilà, c'est juste pour donner... Je le montre toujours dans les classes, parce que c'est important de dire qu'en fait, on a chacun son rôle à jouer. Et qu'on transmet une mémoire, c'est incroyable. Comme l'histoire, en plus que la mémoire, elle ne s'arrête pas là, quoi. Finalement, l'histoire, elle continue. Là, il y a quelque chose qui s'est continué. C'est très fort et très émouvant. Voilà. That I never got to know him, the way he lost his life, deported, killed or missing, casualty of war, family torn apart. As they put him on the train, he wrote his last refrain. There's so much more to tell. Over this magic man, a whole life to unveil. Picture of Raphael, picture of Raphael Orion, cruise the whole world in search of a song. Picture of Raphael Orion, show me the land of my heart and soul. The picture of Raphael Orion, tracing the roots of the family bond. The picture of Raphael Orion, telling the truth hidden so long. Il est parti un jour, fidèle à son amour. Il s'est enfui la nuit, fuyant la barbarie. Mourir pour son courage, fidèle à son image, combattant pour les siens, méditerranéen. Et là, c'est juste les ateliers basses pour vous montrer un petit peu. Trop les détails, je ne savais pas différencier les bourreaux des victimes. Je pense, faisant... J'ai juste rajouté des paroles d'élèves qui, quand ils participent aux ateliers, on leur a demandé un petit peu le retour que ça a pour eux, et je vous ai mis les paroles des élèves derrière. Monter la tête quand on parlait les politiques et tout. Je pense que c'est comme ça que c'est arrivé, hein. Presque tous, hein. Les génocides. Ça, c'est parti de tout en haut, quoi. Mais après, le peuple, il a suivi, quoi. Bah, je sais pas comment on peut faire ça, quoi. Enfin, moi, je pourrais pas faire ça, personnellement. Du jour au lendemain, tu fais tous les gens qu'on peut connaître, quoi. Mais ils ont souffert, ça a été dur pour eux. Voir plein de gens mourir, leurs familles, leurs amis, leurs voisins, tout le monde en fait. Se faire tuer sans vraiment une raison en fait. Ça fait peur quoi, savoir ça, de quoi ils sont capables les êtres humains entre eux. Les bourreaux, quand on voit encore des jugements d'aujourd'hui des SS,
Ben, leurs seules excuses, c'est j'ai écouté les ordres. Voilà, donc ils ont bêtement écouté les ordres et je pense qu'ils se cachent derrière cette excuse. Bah, ils ont fait ça. C'est stupide parce que pour des petites différences, ça a créé des drames. Bah, si tout le monde aurait été solidaire depuis le début, malgré toutes les différences, etc., bah, il n'y aurait peut-être pas eu ça. Excuse. Chacun accepterait l'autre, on va dire. Voilà. Notre grand-mère... Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais... Voilà. Je suis partante pour d'autres ateliers, puisque le Covid est en voie de, j'espère, extinction. Enfin bon, l'idée c'est de retourner dans des classes, quoi. Donc normalement je dois retourner dans une classe à Strasbourg, à Pontonnier, c'est prévu, dans la classe de section russe, pour travailler avec des élèves ukrainiens et russes, ensemble. Ça c'est ce qui est prévu là, ça doit se faire. Il y a une autre classe qui m'a demandé, mais bon, après je suis partante pour d'autres travaux. Donc, la porte est ouverte. Voilà. Bon, merci à tous les deux pour ces remarquables exposés. Et évidemment, en tant qu'ancien enseignant, je suis très touché par ce que tu fais dans les écoles et qui est vraiment très très important parce qu'on a besoin de donner d'autres façons de réfléchir à nos enfants. On pourra peut-être en reparler, mais je pense qu'après des exposés aussi denses, il y a forcément des questions, alors soyez sans pitié pour nos invités. Posez toutes les questions que vous souhaitez poser. C'est vrai que dans le thème qui nous anime aujourd'hui, tu as cette force, Francine, c'est d'aller au-delà de l'art, et que l'art est un moyen de rencontrer des histoires qui ne se seraient pas croisées autrement. Et les 2 ou 3 témoignages, où il y en a peut-être beaucoup plus, parce que tu es une femme active, créative, mais surtout active sur le plan, effectivement, de cette transmission transgénérationnelle. Et je dois dire que c'est touchant, parce qu'il y a des intersections qui n'existeraient pas sans toi. Et on ne les suppose pas. C'est-à-dire que ça vient nous surprendre aussi. C'est ça ce que je veux dire. Ouais. C'est pas forcément prévu au départ. Et en ce sens, l'art est puissant, parce qu'on ne sait pas ce que voilà, ces gens qui apposent des pochoirs de mains, qui font des signes dans des grottes, on ne sait pas, mais ça laisse trace et ça laisse de la réflexion pour d'autres découvertes, d'autres croisements. Donc, allez-y pour les questions. Mais ils pensent déjà aux élections. Tant mieux, parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Oui, allez-y. Vous avez dit qu'on peut être à la fois victime et bourreau. À partir de quel moment on bascule? Alors, déjà, je pense que quand on est mis dans des conditions extrêmes, déjà, on ne sait pas ce qu'on peut être capable de faire. Je vais dire très sérieusement, n'importe qui. Faut être très très fort avec son humanité pour, dans des conditions extrêmes, être sûr de rien faire. Alors je vais donner un exemple. Je pense comme ça une parole. J'étais à la Fondation de la Résistance à Paris, je présentais mon premier livre, enfin je vendais mon premier livre, on va dire. Et il y a un monsieur qui vient me voir, qui était à côté, qui vendait un livre. C'était quelqu'un qui avait été, je ne sais pas si c'était résistant ou juif, je ne me rappelle plus, je ne sais plus son nom en plus. Et il vient me voir et il me dit je me sens tellement coupable de ce que j'ai fait, j'étais dans les camps. Et il n'avait rien fait.
Et il avait en fait été dans un espace, il y avait des latrines à côté et il y avait un monsieur, entre guillemets, musulman, c'est-à-dire musulman dans le sens de ce que veut dire musulman dans les camps. On appelait musulmans ceux qui étaient déjà quasi morts, ça veut dire qu'ils étaient encore debout, mais ils étaient morts et il n'y avait plus de vie en eux. On les appelait les musulmans. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça, c'est le nom qu'on leur a donné. Et il y a un monsieur comme ça qui rentre, qui est déjà quasiment mort, qui pose son assiette avec son pain, et il va aux toilettes, et quand il sort, il n'y a plus le pain, quoi. C'est lui qui l'a mangé, le pain. Voilà. Et il me dit, le lendemain, il était mort, l'autre. Voilà. Bon, point. Il n'y a rien à dire. Il se sentait coupable des années durant après. D'autres situations, je veux dire, d'évidence, qu'il y avait du marché noir, qu'il y avait des gens qui dénonçaient quelqu'un d'autre pour ne pas aller... Enfin, honnête, quoi. Il y a des gens qui devaient donner le nom dans le camp de quelqu'un qui allait être gazé à leur place, ou 3 personnes à leur place, enfin, d'évidence, et je dis pas qu'ils sont bourreaux, je dis, mais le problème, il y a des responsables de ghettos en Pologne qui ont donné des listings de gens à déporter. Alors, ils ont sauvé leur peau, ceux de leur famille, c'était affreux ce qu'ils ont fait, je veux dire... c'est pas si simple hein, de savoir se poser. On peut, à distance, on peut tous dire moi je serais ça ou je serais ça. Je pense que personne ne sait ce qu'il ferait. Et je pense que les dérapages sont possibles, on va dire. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut être bourreau. C'est pas ce que je viens de dire. Hein. Je ne dis pas qu'on est tous capables de tuer. Hein. Je veux dire, c'est pas ce que je veux dire. Mais après, les limites comme ça de choses, c'est pas si noir et blanc, quoi. Lorsqu'on a exposé à la mairie de Strasbourg en 2014, on avait déjà exposé au Parlement européen, il ne s'était rien passé, mais à la mairie, 15 jours après, une dame est sortie du lot en disant « Mais cet enfant que vous cherchez, mais c'est Béatrice, mais son enfant, je suis la dernière personne à avoir tenu ces enfants. » Ah ben, je me retourne, je dis à la dame, je dis « Qui es-tu » Elle me donne son nom. Je dis, mais nous te cherchons depuis 20 ans. Et tu es où? Elle m'a donné ses coordonnées, ce qui fait que Béatrice, qui est exposée là et qu'on trouvera ici, qui est à la recherche de ses 3 enfants, est sûre et certaine que ces enfants n'ont pas été tués là où on lui disait. Et 20 ans après, à cause de l'exposition de Francine, la dame sort du lot en disant, je vous assure, j'ai tenu ces 2 enfants, on a couru, on a au moins fait 20 km et on a été séparés par l'embuscade. Ce qui fait que j'ai fait venir Béatrice de Belgique encore une fois. Elle a rencontré la femme, elle a confirmé ce que Béatrice savait, que les enfants ne sont pas où elle doit faire la commémoration tous les ans. Elle lui dit non. Je les ai tenus, on a été séparés, j'ai été sauvée. Malheureusement, je n'en parle, elle est même tombée dans les pommes chez moi en arrivant à cet épisode. Mais elle confirme à Béatrice que les enfants ne sont pas tombés dans ce centre où il y a eu plus de 10 000 morts. Donc, c'est pour dire que cette transmission de la mémoire peut faire beaucoup plus qu'on peut imaginer, vraiment. Parce que, comme elle l'a dit avant, dans l'exposition avant, lorsqu'on s'est rencontrés au Parlement européen, c'est qu'un juriste qui était venu du Canada avait dit, mais ce qui n'est pas... Donc le juriste qui avait été au tribunal international du Rwanda à Arusha dit, le problème des Rwandais, c'est qu'ils ne témoignent pas. Et une autre personne le suit, dit, mais de toute façon, il y a un mensonge. Comment voulez-vous me dire que dans 100 jours, il y a eu 800 morts? Eh ben, je ne pouvais pas me taire. Je dis, mais comment voulez-vous qu'on témoigne alors qu'il y a un si grand négationnisme qui est en train de naître? Lorsque un général français qui était dans mon village ose témoigner, écrire en disant que dans mon village à moi, comme par hasard, il n'y a eu que 3 morts. C'est écrit, les députés ont signé. Moi, je vais dire que dans mon village, dans ma famille, il y a eu plus que 3 morts. Ce n'est pas possible, je n'ai pas la parole plus que le général qui y était. Eh bien, c'est là que j'ai rencontré Francine, et que
on est en 2014, le même village où on dit qu'il n'y a eu que 3 morts, où on signe, on tamponne, tout est bien. Il y a eu officiellement 2 fosses communes qui ont été ouvertes, trouvées, montrées du doigt par les génocidaires eux-mêmes. Un qui dit, moi je n'en peux plus avec le mensonge, il faut que je vous dise, creusez là, j'ai tué que 2 personnes, ils sont là, on creuse, on trouve plus de 200 personnes. Bon. Il y a eu les ruines de l'église, on creuse, on trouve 600, l'enterrement où moi j'ai été, où ma famille se trouve, où on me dit qu'il y a 3 morts, on a enterré, en comptant les têtes, il y avait 642 têtes. Eh bien, ce jour-là, je me suis dit, dorénavant, si je me tais, je serai moi-même tueur. Effectivement, au vu du négationnisme qui naît, on commence à parler du double génocide, parce que celui qui a sauvé, ou un jeune homme qui s'est vengé, c'est maintenant, je dis non, je ne peux pas me taire. Donc s'il y a vraiment un travail que Francine fait aujourd'hui, c'est de parler dans les écoles, parce que même moi qui travaille, au boulot, on me demande, mais pourquoi tu dois prendre tes jours de vacances au lieu d'aller bronzer à Saint-Tropez, tu vas parler des morts, laisse les morts se reposer. Je dis non, je ne peux pas me taire, parce que si je me tais, dans le génocide, il y a 3 armes. La première, c'est l'organisation, la deuxième, c'est la machette, le grenade ou le gaz, mais la 3e arme, c'est le silence. Et moi, je ne veux pas me sentir coupable. Je dois parler aussi longtemps que je vis. Je vivrai. Ma mère ne peut pas parler. Ma sœur, aucun enfant. Thérèse est là, c'est ma compatriote. Ils ne peuvent plus parler. Mais si moi je me tais, c'est que je le tue. Ce que les génocidaires n'ont pas fait, je ne vais pas le faire. Et donc, Francine parle du lycée Matisse. On était ensemble, on avait des groupes. Dans le groupe où j'étais, il y avait des enfants turcs. J'ai eu le malheur de parler plus jamais cela. Les Arméniens, depuis 2015, ont dit cela. Malheureusement, les Juifs ont dit cela en 1945. Et les Rwandais qui voyaient ça ont repris le même slogan. Un jeune homme turc m'a sauté presque pour m'étrangler en disant « De quel droit avez-vous parlé de Turquie? Il n'y a pas eu de génocide, c'est un mensonge. » Ah ben je lui ai dit « Jeune homme, quel âge as-tu? » Mais oui, mais j'étais pas là, vous n'y étiez pas là non plus, vous êtes noir, vous étiez là-bas chez vous. Mais moi, mon président Erdogan m'a dit qu'il n'y a pas eu de génocide. Et mon papa m'a dit qu'il n'y a pas eu de génocide. Ben, je dis, jeune homme, ces phrases qu'ils t'ont dit, ça porte un nom, ça s'appelle le négationnisme, et je suis là pour combattre le négationnisme. Ah ben, un autre, quand on l'a écarté, parce qu'il était devenu vraiment violent au lycée Matisse, un autre me dit, au fait, pourquoi avoir cette soif de parler? Je lui dis, voilà, vous avez la chance d'entendre. Vous êtes les futurs dirigeants. Vous êtes les futurs Macron, les futurs... À l'époque, je pense que c'était Sarkozy. Vous êtes les futurs Sarkozy. Vous êtes les décideurs du gouvernement français. Avant de signer quoi que ce soit, de signer la tête de quelqu'un, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit. Si Hitler avait eu la chance que vous avez aujourd'hui d'entendre ce discours, le moi de l'autre, l'autre c'est toi. Tu es l'autre de quelqu'un. Je suis ton autre. On le faisait dans le moi de l'autre. C'est que le conseil régional appelle le moi de l'autre. Tu es l'autre de quelqu'un. Celui que tu pointes du doigt, toi aussi tu es pointé de... Réfléchis un peu. Prends le miroir que Francine avait exposé sur le Rwanda. Regarde-toi. Tu es l'autre de quelqu'un d'autre. Donc, voici le travail que j'admire beaucoup de Francine, que je préfère ne pas aller bronzer à Saint-Tropez, mais de soutenir Francine. Merci beaucoup. Il y a un jeune homme belge qui m'a écrit, qui m'a demandé à ce que je lui paye son grand-père. Donc ça, c'était un achat. Il a commandé la toile de son grand-père. J'ai peint le grand-père en question. Par contre, j'ai voulu son histoire, parce que, encore une fois, je ne peux pas peindre un portrait sans sentir l'histoire derrière. Donc j'ai peint le portrait de ce grand-père. Et je voulais qu'il vienne témoigner, parce que
mon objectif, c'est qu'il y ait une parole derrière, c'est pas juste de le peindre. Donc je lui avais donné, je l'avais prévu qu'il vienne, il ne s'est pas déplacé, il n'est jamais venu chercher le portrait. Et longtemps après, enfin 1 an après, il cherchait toujours pas le portrait. Il m'avait payé un petit machin au départ, mais pas le reste. Et puis moi, il était magnifique le portrait. J'avais adoré ce portrait. Mais je voulais qu'il vienne témoigner et puis qu'il prenne le portrait de son grand-père. Je l'avais fait à sa demande. Alors il m'a écrit que le portrait était trop violet, que ça le gênait. Donc il y avait trop de violet dans le portrait. Alors j'étais un peu dérangée, j'ai fini par me résoudre à prendre une photo de comme il était, parce qu'il me plaisait, et de le rendre un peu moins violet. Et finalement, je suis partie en Belgique, je lui ai donné rendez-vous à un hôtel, parce que j'allais en Belgique, et il est venu chercher le portrait, et toute la famille a été enthousiaste, ils ont adoré le portrait. Après, c'était l'idée par le net. Mais des années passent, il n'est jamais venu témoigner. Il y a 1 an, à peu près, j'ai quelqu'un qui me contacte sur Internet. C'est une dame qui vit en, je sais pas où, en Pologne ou quelque part, et qui me dit « J'ai trouvé sur Internet le portrait de mon oncle. » C'était lui. Donc, j'ai retrouvé de la famille qui ne connaissait pas, par le portrait, quoi, et qui m'a dit « Mais on a de la famille, mais on ne sait pas où ils sont. » Je lui ai dit « Mais ils sont en Belgique. » Et en fait, je les ai mis en contact ensemble, et ils ont repris contact, ils vivaient toujours dans le village du grand-père en question, et ils ont repris contact ensemble. Je leur ai demandé des photos qu'ils ne m'ont pas envoyées. Elle m'a envoyé des photos de eux dans le passé avec le grand-père en question et avec la famille, avant la guerre. Mais elle n'avait pas de photos depuis. Et elle a montré l'anniversaire de je ne sais pas qui était juste récemment. Et ils se sont retrouvés et ils ont repris contact et ils sont allés se rencontrer. Donc pour dire que c'est incroyable, en fait, l'histoire, en fait, juste du portrait qui traînait sur Internet, un portrait qui n'a pas été exposé, un portrait qui n'a aucune histoire. Rien n'a été raconté, j'ai pas raconté son histoire, il n'a pas été exposé puisque finalement ce monsieur-là, là chez lui, j'ai la reproduction, mais quand même, il était sur Internet, sur mon site et il a quand même fait son chemin, quoi. Donc je trouve que c'est incroyable de donner une vie comme ça et de créer un lien familial après, je trouve que c'est surprenant. Oui, Thérèse, oui. Ma mère, toute la famille, mais en fait je n'ai jamais trouvé personne. Ma mère, elle est là. Je remercie d'abord, je ne vais pas parler beaucoup, je remercie Francine parce qu'elle le fait vivre. Parce qu'on n'a pas trouvé ni son corps. Et mon neveu aussi, Ruben, pareil. Mais ce que Francine m'a transmis, c'est que les Juifs, les Arméniens, les Tziganes, les Tutsis, on doit se donner tous la main. Tous la main parce qu'on a vécu presque pareil. Au Rwanda, ça allait très vite. Les Juifs, c'était aussi... Quand on attend... en 1995, j'avais une amie qui était juive. Il m'a amenée chez son papa. Et son père m'a dit, écoute Thérèse, on t'aime beaucoup, tu es comme nous. Regarde ce que j'ai ici. Il a dit, si tu as quelque chose ici au cœur, viens chez nous. Alors, je dis, tout d'un coup, j'ai trouvé Francine. C'était là, pareil, il nous a ouvert les bras. Hein. Après, ça m'a donné de l'énergie d'aller dans les écoles. On fait de bonnes choses. On a fait une stèle avec les Arméniens, avec les Juifs de Mulhouse, avec les Tziganes de Mulhouse. On se rencontre le 27 janvier pour mémorer tout ça. C'est une façon que chacun parle de sa tristesse. Partager. Je dis, moi, partager, c'est quelque chose de magnifique. Et quand vous parlez aux enfants, quand les enfants, j'étais avec elles quand ils ont fait les masques, j'étais avec elles aussi quand on a fait à cette expérience dans un collège, on a fait l'islam, et les enfants, ils ont écrit tous les génocides. Et c'est là où c'est né la stèle. C'est là, et puis je suis contente de rencontrer Nicolas, de rencontrer sa famille, et les autres gens de Mulhouse aussi, je ne vais pas citer tous les noms, mais c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui, comment je vais dire, un messager. Vous nous révélez de ce qu'on n'arrive pas à dire. Maintenant, je parle comme j'ai quitté le Rwanda, comme ma mère, comme ils ont tué mes frères, comme ils ont tué toute ma famille. Mais
c'est avoir du courage de témoigner. C'est avoir du courage. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et puis Francine, que Dieu te protège et te prête encore de la vie. On a beaucoup écrit sur le fait qu'on ne peut plus parler de la Shoah. Je parle même pas du génocide arménien, qui est évident qu'on ne peut pas en parler chez certains élèves, avec certaines classes. Mais la Shoah, je sais qu'il y a beaucoup d'écrits qui sont sortis, enfin des journalistes qui ont écrit, des enseignants, qui ont dit on ne peut plus parler de la Shoah en classe. Il y a plein de sujets qu'on ne peut plus aborder. Il y a des mots qu'on ne peut plus prononcer. Le mot juif, le mot... Enfin, je pense qu'effectivement, arménien non plus. Il y a plein de sujets qu'on ne peut pas aborder. Moi, j'ai cherché par quels moyens on peut détourner, on peut les aborder. Et c'est pour ça que j'ai, d'une part, quand je faisais mes expos, je mets au passé, hein, parce qu'il n'y en a plus, elles sont beaucoup plus grandes que celles-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un chemin qui part des déportations, en arrivant dans les camps, en partant des camps, enfin il y a un chemin. Par contre, je pars toujours des handicapés. Je ne parle pas des juifs au départ. Je parle des handicapés, je parle de la théorie utilitariste, parce que d'expliquer aux élèves qu'on peut fonctionner sur une théorie utilitariste et qu'on a le droit de donner la vie ou d'enlever la vie à quelqu'un qui ne sert à rien. Donc un handicapé, ça ne sert à rien, c'est une mouche à nourrir, hein, qui ne sert à rien, donc on les tue, hein, ce n'est pas un problème. Un chômeur, un SDF, il ne sert à rien, donc on le tue aussi. Enfin, quand on part déjà de ça, et qu'on commence à expliquer qu'un régime se base déjà sur cette notion-là, les élèves, ils écoutent. Il n'y a pas de problème de Shoah, déjà pour commencer. Et donc je pars toujours sur ce terrain-là. Et on arrive aux Juifs. Après, toute l'expo, elle est sur les Juifs. Mais on arrive aux Tziganes aussi. Mais je veux dire, en fait, par ce biais-là, il n'y a pas d'opposition. Ensuite, en parlant des justes, de dire qu'il y a des justes de toutes les religions et en expliquant comment certains musulmans ont aidé, quelle que soit la religion, c'est pas parce qu'ils étaient musulmans ou parce qu'ils étaient de quelque autre religion, mais que c'est pas le problème. Il y a des... enfin, je reviens à l'Albanie parce que c'est vraiment un exemple très important. En Albanie, c'est des gens du peuple. C'est des gens qui n'avaient pas d'argent, c'était des gens pauvres. C'est le seul pays d'Europe où il y a eu 100 fois plus de juifs après la guerre qu'avant la guerre. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'était tous des musulmans. Donc bon, la question elle est claire. Or, ils ont aidé les juifs par comment dire, un espèce de dicton, on va dire, c'est pas un dicton, mais une espèce d'une vérité qui se transmettait chez eux, qui s'appelait la Bessa. La Bessa, c'est le fait qu'on doit aider l'autre, quel que soit le risque, jusqu'à donner sa vie. L'objectif, c'est d'aider l'autre. Et l'autre, ça pouvait être le juif, ou ça pouvait ne pas être le juif. Et en l'occurrence, ils l'ont fait pour les juifs. Et donc, il y avait 200 juifs avant la guerre en Albanie, il y en a eu 2000 après la guerre, plus tous ceux qui ont traversé l'Albanie, qui n'ont jamais été inquiétés, et qui ont traversé pour partir ailleurs. C'était des musulmans, c'était des juifs. Ça n'a pas été un problème. Il n'y a pas de raison que ce soit un problème. On est très proches. Et aussi de savoir, d'expliquer qu'en fait, c'est pas parce qu'on est très différents qu'on est l'un contre les autres, qu'on se lève contre l'autre. C'est quand on est très pareil qu'on se lève l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de trouver les différences. C'est pas qu'on est différent, mais c'est vraiment que quand on est très proche, c'est là qu'on va chercher la différence. Et donc finalement, on est comme disait, je ne sais plus si c'est Immaculée ou si c'est Thérèse, on est toujours l'autre de quelqu'un, quoi qu'il arrive, même si on est presque pareil. On s'en rend compte, hein, l'être humain est ainsi fait, qui va repérer les différences. Alors, les différences, c'est fait pour nous enrichir. C'est pas fait pour nous rejeter. Si on était tous pareils, mais on s'ennuierait du matin au soir. Donc ce qui est riche, c'est le dialogue, c'est les différences. Donc c'est ça qui nous enrichit les uns les autres. C'est ça qui enrichit quand on témoigne à plusieurs, que chacun a son histoire, chacun a sa culture. C'est ça ce qui nous rend riches. Bon, et j'y vais par ce biais-là, quoi. Et par ce biais-là, j'ai pas d'opposition. Mais je veux pas dire qu'il y en a pas, hein. J'en ai pas. Mais je pense que les enseignants font très bien leur travail. En tout cas, ceux qui me demandent de venir. Je n'ai pas dit tous, mais ceux qui me demandent de venir. Je confirme. Mais c'est vrai que c'est le travail de base des enseignants qui fait qu'on peut parler. Parce que sinon, je sais qu'il y a des problèmes, même pour les gens qui témoignent. Si l'enseignant a bien préparé le terrain, le témoin peut parler. Si l'enseignant a mal préparé le terrain, c'est difficile. Je pense à une chose, à Matisse, justement.
au lycée Matisse. Il y avait monsieur, j'ai un trou de mémoire, monsieur belge, Kleinstadt, voilà, monsieur Kleinstadt, qui est intervenu. Et bien sûr, le débat, un des élèves, donc c'était devant un amphithéâtre, il y avait moi les portraits, monsieur Kleinstadt a parlé, et un élève s'est exprimé contre et a commencé à parler des Palestiniens, direct. Alors, monsieur Kleinstadt a eu des arguments, quoi, tout de suite. Il a balayé le truc, mais alors tout de suite. Pas en disant qu'il n'y a rien pour les Palestiniens, parce que c'est pas la question. On n'est pas en train de dire qu'il se passe rien et qu'ils ont la vie en rose, pas du tout. Mais il a directement dit, voilà, on va juste faire un listing, il avait préparé son tableau. Alors en Égypte, jusqu'à telle date, il y avait tant et tant de juifs, il n'y en a plus. Il reste 4 juifs, hein, on va dire. En Iran, il y avait tant et tant de juifs, il n'y en a plus que tant et tant. Au Liban, il y avait, etc. Et il a fait le listing de tous les pays à dater au niveau des dates, depuis quand est-ce que les juifs ont été expulsés expulsés ou ont eu intérêt à partir vite avant de ne plus être là. Il a dit, bah, à partir de là, on va parler du reste. C'était fini, c'était clos. Voilà. Donc ça, c'était... Voilà. Et puis, on ne met pas les choses sur le même tableau, parce que c'est le problème, hein, c'est le problème qu'on ramène toujours la question des Palestiniens. C'est ça ce qui crée la difficulté de parler, mais on ne parle pas de la même chose. Dans le cas des Palestiniens, il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas de génocide. Dire qu'il y a des problématiques, qu'ils vivent dans la misère, qu'il y a une paix à gagner, qu'il y a des extrêmes de part et d'autre, tout ça c'est vrai. Il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas de génocide des musulmans en Israël. En Israël, moi je suis en contact avec un chercheur, il y a des cinéastes, mon fils il a été en Israël, à Haïfa, il a fait un stage en tant que, dans son école de commerce, d'ingénieur, pardon, il a fait un stage pendant 1 mois là-bas ou 2 mois, il a dormi en colocation dans un appartement où moi j'étais terrorisée, parce qu'il dormait avec un arabe et avec je crois un anglais ou quelque chose, et moi je me disais, l'horreur, le gars il était pro-palestinien, il était artiste, cinéaste, quelque chose, et puis nous de France, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là quoi? On l'envoie en Israël parce qu'il n'a aucun lien avec le judaïsme, mon fils, et il se retrouve avec un musulman dans l'appartement. Enfin, c'était vraiment l'opposé de ce qu'on imaginait. Bon, c'est lui qui avait choisi. Et en fait, ils n'ont eu aucun problème d'entente, évidemment. Il avait une grande carte qui expliquait tous les territoires que les Israéliens lui avaient piqués à sa famille, et il lui a montré des endroits et tout. Mais ce type, il a eu ses études intégralement payées par Israël, il a fait des hautes études d'art, il a été envoyé aux États-Unis pour sa formation, et il faisait des films anti-israéliens en Israël. Pas un problème, mais la liberté de parole, c'est pas un souci en soi. Ce que je veux juste dire, c'est que ces discours où on parle de génocide, parce que ça revient tout le temps, des Palestiniens, c'est inacceptable, c'est pas un génocide. Dans les hôpitaux, là j'ai encore des gens qui sont hospitalisés, une de mes patientes dont le beau-père est hospitalisé, tous les médecins du service sont arabes, de l'hôpital, ils sont tous arabes, le personnel est arabe, c'est dans la région du Nord, il n'y a pas de souci, et il n'y a aucune animosité, ni d'un côté ni de l'autre, aucun problème. Les problèmes politiques, c'est notre problème, mais les problèmes individuels, il n'y en a pas. Après qu'il y ait des problèmes politiques, je nie pas. Mais juste, il ne faut pas déraper, quoi. Et que les élèves, ils dérapent, ils ont tendance à déraper en utilisant quelque chose dont ils n'ont rien à faire, parce que les Palestiniens, ils ne savent même pas ce que c'est. Hein. Ils ne savent rien, ça n'a rien à voir avec leur propre histoire. C'est vraiment la victime, comment dire, l'utilisation d'une espèce d'image victimaire qui convient bien, quoi. Et on s'en sert là à toutes les sauces, alors qu'on sait... On ne sait rien sur ce qui est... On utilise ça, allez hop, on y va avec les Palestiniens. Et c'est le seul problème qu'on a en classe, c'est ça. Et donc il faut arriver à le balayer tout de suite, quoi. Donc les enseignants sont en général assez forts pour arriver à poser sainement le terrain et sans parler de la politique, parce que je ne parle pas de la politique, parce que je ne suis pas pro-gouvernement israélien du tout, au contraire. Donc c'est pas du tout le propos. La politique c'est une chose, chez nous comme chez eux. Hein. Et lorsque j'entends parler effectivement des maisons construites sur peut-être des charniers qui existaient, il faut savoir qu'en Espagne, il y a encore peut-être 100 000 personnes qui sont enterrées sous des charniers, sous des fosses du franquisme, et qui n'ont pas encore été déterrées. Puisque de toute façon, le gouvernement conservateur en 2010 ou 12, si je me trompe, a arrêté effectivement de financer les travaux qui étaient en cours. Et ce qui me paraît particulièrement important, effectivement, à travers, puisque vous parlez beaucoup, effectivement, de la mémoire, c'est qu'effectivement, moi, je suis un fils de République espagnole, j'ai 70 ans. Tout ça pour vous dire que malgré mes 70 ans, je suis né en France, une vie normalisée totalement en France, et pourtant,
il y a toujours une histoire qui sommeille à nous. Parce que lorsque, bon, effectivement, on était même... vous avez parlé d'Argelès, mon père était Argelès. Et ça, ce sont des événements, lorsqu'on était petit, même à l'école, qui n'étaient pas dits. On a parlé d'Argelès, et vous avez parlé, bon, effectivement, d'un monument qui est dédié au République espagnole, mais il a été fait très tard. Longtemps, bon, effectivement, c'est une histoire qui a été banalisée. Et il y a des éléments comme ça qui reviennent, parce que je me souviens très bien qu'en 2003, lorsque je me suis présenté au guichet de la mairie pour refaire ma carte d'identité, il y avait une nouvelle loi qui était sortie. Et on m'a demandé de prouver que j'étais français. Et on ne pouvait pas imaginer le sursaut que ça fait. Parce qu'à ce moment-là, vous téléphonez à ma mère qui était encore vivante et je lui demande, mais donne-moi mon certificat de naturalisation. Parce que nous sommes naturalisés. Nous avons été nés, parce qu'on a une histoire très particulière. Parce que les républicains qui sont arrivés en France n'ont eu, bon, effectivement, des papiers qu'en 1955. Lorsque, bon, effectivement, lorsqu'on a été reconnu, bon, effectivement, par la loi de 1951, hein, de réfugié politique. Puisqu'avant, c'était le statut, c'était un autre statut qui s'était arrêté en 1945, hein, qui prévalait. Donc, en fait, nous avons affaire à des gens qui ont une vie, finalement, même en France, mais pratiquement d'errants. Hein, puisqu'il n'y avait rien qui les... Bon, parce qu'ils sont arrivés, ils étaient à l'école, mon père, c'est un fulicant, puis après, ils ont fait la résistance. Comme ils ont fait la résistance, on leur a, bon, effectivement, on a commencé à les reconnaître à partir de 1945. C'est-à-dire qu'ils ont été recensés. Et on a appris qu'il en restait à peu près plus de 100 000. Et donc on leur a donné, bon, en fait, l'autorisation de rester sur le territoire. Parce qu'en fait, c'était ça. Puisque, bon, effectivement, les nations n'avaient pas encore, bon, effectivement, décidé du sort de l'Espagne. Et comme l'Espagne est rentrée à l'ONU en 1955, à partir de là, le statut de réfugié politique, pour leur permettre de rester en France, est appliqué. Mais à ce moment-là aussi, l'histoire s'est arrêtée. Et puis l'Espagne, effectivement, a retrouvé la démocratie avec le pacte de la Moncloa en 1977. La date à laquelle mon père est décédé, ça c'est une autre ironie de l'histoire, mais il faut se rendre compte que ce pacte-là existe sur la loi du silence. Puisque, bon, effectivement, on a dit à partir du moment où on ne parle plus rien. Donc voilà, donc vous comprenez que il y a des plaies qui existent dans les histoires et qui, bon, de temps en temps, à nouveau, bon, effectivement, se présentent à l'occasion d'événements. Et lorsque j'entends, effectivement, c'est ce qui montre bien de la nécessité de témoigner. Puisque, bon, effectivement, des histoires peuvent être enfouies, hein, sous les tombereaux de livres ou autres, mais je veux dire, le témoignage réel de ceux qui l'ont vécu, de ceux qui portent encore, il me paraît, bon, effectivement, précieux. Et voilà. Merci. Tout à l'heure, il a montré quelque chose sur le feu d'artifice. Moi, je me croyais bizarre. Parce que lorsque c'est Noël, lorsque c'est les fêtes, lorsque tout le monde est pétillant avec les feux d'artifice, mon cœur veut passer par le nez, par les oreilles. Je prends un oreiller, un deuxième. Je tremble dans mon lit à cause des feux d'artifice, à cause de ce que j'ai vécu en 90-91, juste avant, 3 ans avant le génocide. Ce qui fait que mon mari ne peut jamais aller regarder les feux d'artifice du 14 juillet parce qu'il ne va pas tout seul. Mon fils qui veut aller s'amuser avec les autres, qui veut aller acheter, doit aller dans des kilomètres loin de moi. J'en étais malade. Et je croyais que j'étais seule. Je croyais que j'étais seule. Là, j'étais vraiment... Je me suis dit, ah, donc je suis normale. Merci beaucoup. Je réfléchis sur les questions de mémoire, mais qui datent de 1848. Alors, moi, je suis alsacienne. J'ai aucun parent qui a été... emmenés en esclavage, mais ça reste des moments d'histoire avec un grand H. Tous les témoignages que j'entends, c'est absolument précieux, parce que si je peux dire, c'est des témoignages de première main ou de première oreille, alors que pour les ancêtres, les afro-descendants, les gens actuels, ils savent, oui, mes parents étaient esclaves, mais on n'en parle plus, c'est une vieille histoire, on met le problème dans la poche, le mouchoir dessus.
mais sur le plan psychologique, vous le savez mieux que moi, il y a des choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas digérées. Et déjà, dans les populations ultramarines, enfin, entre elles, mais aussi par rapport aux Blancs, aux colonisateurs, etc. Et ça rejaillit, et on le retrouve dans les questions du vivre ensemble, les questions de racisme, les mouvements Black Lives Matter et autres. Et je me suis, enfin, comme j'ai un peu mis le doigt sur le sujet, je me suis dit, mais bon, j'habite Strasbourg, pas très loin de la Cour des droits de l'homme, donc pour moi c'est un bâtiment, enfin un équipement de proximité comme la mairie ou comme l'école du village, enfin on passe devant, c'est ce qui se passe des choses, et je me disais, si à l'époque, donc avant 1848, la Cour des droits de l'homme avait existé, ça aurait été légitime que les esclaves portent plainte contre l'État français. Donc on peut imaginer tout ce qui n'a pas été fait. Et en 1848, il y a eu dans toutes les colonies, donc les Antilles et l'océan Indien, 200 000 esclaves qui sont devenus français, pour lesquels on a dû trouver des noms. Leur histoire, donc là vous parlez, on a retrouvé les oncles, mais sur le plan administratif, les Antillais sont nés en 1848, mais sur le plan humain, sur le plan familial, sur le plan tout ce que vous voulez, ils ont un passé autre, mais qui a été gommé, enfin voilà, alors les associations mémorielles, enfin très très organisées, entre autres une association à Paris, fait des recherches généalogiques pour permettre aux Antillais de retrouver, dans la mesure du possible, enfin, de partir en arrière le plus loin possible pour trouver des familles. Bon, il y a des racines qui se font, mais moi je trouve que c'est vraiment un pan de l'histoire. Ça s'est quand même, pour la France, déroulé sur 300 ans. Pardon pour le Rwanda, ça a été l'histoire de quelques mois. Pardon pour les camps de concentration, c'était 5 ans maximum. Enfin, c'était déjà assez terrible. Mais imaginez le traumatisme que ça a été sur les populations sur 300 ans. Et 300 ans, c'est une cohabitation aussi. Les Blancs ont utilisé le système, les Noirs ont utilisé le système dans l'autre sens. Et ça forge une société. Et c'est important de mettre le doigt dessus. On ne va plus rien régler maintenant, mais c'est aussi pour l'avenir de ne plus faire pareil. Et moi, je le dis en tant que blanche, alsacienne. Mon père est né d'un village, ma mère du village à côté, donc on n'a pas été trimballés, etc. Mais il faut qu'on soit, en tant que Français, conscient de ce passé-là pour éviter de recommencer des histoires. Et demain, on vote. Voilà. Et c'est des vieilles peurs qui renaissent, mais c'est inacceptable. Et bravo d'avoir synchronisé votre conférence, enfin votre café histoire aujourd'hui pour qu'on puisse se rappeler ça au moment où on va mettre le bulletin de vote demain. Voilà, merci. Alors, je ne sais comment vous remercier, Francine, Yann. C'était vraiment 2 prestations remarquables. On a appris un tas de choses, mais je crois que le sujet n'est de loin pas épuisé. On sentait ça aux questions. Je pense qu'il faudra un jour, sous une forme ou une autre, je compte sur vous deux pour d'autres prestations. Merci beaucoup. Merci beaucoup.